Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, chers amis du matin, bonjour et bon réveil à toutes et à tous. Merci de rejoindre Canal Algérie pour un nouveau numéro de Bonjour d'Algérie diffusé à partir de la station régionale de Constantine pour ce mardi. Donc un programme riche et plein d'informations pour ce mardi 16 juin 2026. Donc à l'occasion du nouvel an hégirien, nous reviendrons avec notre invité imam, Cheikh Riyad Merir, sur les significations profonde de l'hégire et les enseignements spirituels de ce mois de Muharram. Et puis dans notre rubrique santé, pour la deuxième partie de ce Bonjour d'Algérie, nous parlerons de la 4e édition de la Société sétifienne d'ophtalmologie qui s'est tenue à Sétif les 11 et 12 juin dernier avec un regard sur les avancées médicales et les enjeux de la santé visuelle en général. Et puis pour notre troisième et dernière partie de ce Bonjour d'Algérie, cap sur Constantine avec Sirta Siaha 2026, le Salon international du tourisme, un rendez-vous dédié à la promotion des richesses touristiques de l'Algérie et aux perspectives du développement de ce secteur. Donc voilà pour notre feuille de route qui j'espère tiendra la route pour vous aussi jusqu'à 9h30 du matin en direct sur Canal Algérie, encore une fois à partir de la station régionale de Constantine. Et sans plus tarder, nous allons entamer notre première rubrique dédiée cette fois-ci à la dimension religieuse avec l'année Sana Hijriya Saïda. Voilà, et pour cela j'ai l'immense plaisir de recevoir sur plateau Cheikh Riyad Merir qui est imam. Bonjour déjà. Hajj Mabrour ou Saï Mashkour, Wadam Maghfour, Inch'Allah. Et bienvenue. Merci beaucoup, Medri. Allah yahfak, Inch'Allah. Comment s'est passé le Hajj pour cette année? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Rabbi yataqabbal minna jami'an, Inch'Allah. Comment étaient les Hujjaj الجزائريين surtout? والله يعني كانوا في القمة الحمد لله رب العالمين. يعني كل حجاج كانوا في القمة وكانت البعثة في القمة وكان الحج هذا السنة ثاني في القمة الحمد لله رب العالمين. ربي إن شاء الله يتقبل منا إن شاء الله ودعينا إن شاء الله البلاد بالازدهار بالزيادة دائما. ان شاء الله. الحمد لله اللي رجعت لنا بسلامة Cheikh Riyad Merir. Donc encore une fois, Sana Hijriya Saïda. Donc on accueille aujourd'hui le nouvel an Hijri, donc 1448. Voilà. Donc que représente déjà le nouvel an hijrien dans la tradition islamique, Cheikh Riyad Merir? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. السنة الهجرية مالية هي موعد عظيم، يعني موعد له مكانة تاريخية عظيمة. سيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كانت تأتيه رسائل من عند الولاة، كانوا يقولون له ألا أرخت لنا، لأن كانت تجيهم رسائل من عند أبو بكر الصديق من عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن كانت في بعض الأحيان تتعطل، فتجي وحدة يقبل الأخرى، فقالوا له على ما ديرناش تاريخ، ألا أرخت لنا، ألا جعلت لنا تاريخا يعني نؤرخ به. فلما الولاة انتهوا وأشار عليهم قال لهم يعني ماذا تشيرون علي؟ بماذا نبدأ؟ باش نبدأ؟ هل نبدأ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نبدأ مثلا بغزوة بدر؟ هل نبدأ مثلا بفتح مكة؟ يعني اختار المواعيد يعني لمومون يعني اللي كان عندهم أثر كبير في الإسلام. فاجتمعوا على أن يجعلوا محرم هو أول شهر لحساب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أول محرم لماذا؟ لأنه ينفض الناس من الحج، كأننا راح نبدأ تاريخ جديد، لأن الناس عندما ينتهون من الحج يعني يرجعون إلى ديارهم، يرجعون بعد رحلة الحج، هذاك هي الانطلاقة الجديدة وهو من الأشهر الحرم. فاتفقوا على أن يكون من أول الأشهر الذي يعني يبدأوا يأرخوا به هو شهر محرم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مالية هي حدث عظيم، لا يمكن للإنسان أن يمر عليها دون أن يذكر هذا الحدث الذي غير يعني خارطة الإسلامية وغير الفكر الإسلامي وأعطى لنا أنا دائما نحب عندما نتناول الهجرة مالية نتناولها من زاوية أخرى، لأن فيها كثير من الدلالات، فيها كثير من الأشياء التي يجب علينا أن نقف عندها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مش ناض الصباح قال لهم يروح نهاجر إلى المدينة المنورة، لا، هي كانت تحضير، كانت كيفية، أعطانا كثير من الأشياء التي يجب علينا أن نأخذ بها، وهذه الأشياء التي نجعلها يعني في حياتنا اليومية كدليل
يعني كشيء نرتكز عليه. حتى الكيفية، حتى كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف اختار كيف اختار أن يكون مكانه سيدنا علي، يعني يبيت مكانه، لأنهم أرادوا أن يقتلونه. لو مومون شوازي أنه للهجرة، لأن لو مومون كان 13 أبري بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، 13 سنة بعد بعثته، لأن كان 3 سنوات يدعو سرا، ثم 10 سنوات يعني. وكيف كانت جاءت هذه الهجرة بعدما سمي بعام الحزن. النبي ربنا سبحانه وتعالى مليا كأنه إلى فولو لو ريكونفورتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضغط، كان عايش ضغط كبير في هذه السنوات الأخيرة. موت السيدة خديجة رضي الله عنها، موت عمه، يعني الأهل نتاعو لما داروا عليه سمع على أنهم يريدون أن يتآمروا عليه وقتله، يعني طرده من الطائف. لما ذهب إلى الطائف يعني كان يعيش موت تري ديفيسيل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يبكي، أدمت قدماه الشريفتين، يعني ماتت ماتت يعني أعز الناس إليه، كانت هي كانت ليبول تاع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. مات عمه، يعني كان يحس كل نوع من الوحدة. فبدأ يعني أول ما بدأ بالصلح بين الأوس والخزرج، وجابهم إلى مكة المكرمة، وما سميت بعد ذلك بأنه آخى بينهم. يعني بدأ أنه يعني يختار كيثرب، يعني مدينة منورة، كوجهة إليه، وبعث الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبله، وقالوا روحوا قبلي. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة هو وعلي وأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لماذا ترك علي مليا؟ هذا هو الدروس اللي نحب نستخلص منه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلى سيدنا علي حتى يرد الأمانات إلى أهلها. أمانة من؟ أمانة الكفار مليا. يعني يعني أنا الناس الذين يريدون قتلي ويريدون إخراجي كانوا يخبيوا عندي المال تاعهم، أنا رايح نديه، أنا نرده لهم ونفتي ونقول أنا هادو كفار وهادو كذا، فمالهم لا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، خلى خلفه علي كرم الله وجهه يبيت مكانه، وحتى يرد الأمانات إلى أهلها. شو سبحان الله العظيم. حتى يعني لما اختار دليله، يعني وفهير، يعني هذا الدليل الذي اختاره هو فهير، يعني وهو دليل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اختاره يعني حتى يقوده من مكة إلى المدينة. كان كافرا مليا، لم يكن مسلما. هذا الدليل لم يكن مسلما، كان كافرا. اختاروا يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شوازي لا كومبيتونس. شوف يعني علاه قلت لكم ان الهجره هذه هي سيدي فلاش ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر يجيب واحد دليل مسلم، يقول كان مسلم، انا نجيب واحد مسلم حتى ولم يكن لا يعرف، لكن لا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اختار عامر بن فهيرة، وكان دليلا، كان كافرا، لم يكن مسلما آنذاك. يعني عبد الله فلا لما حتى رجع بعد الهجرة، وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أسلم. حتى الكيفية التي خرج بها، يعني الكيفية أنه سلك طريقا غير الطريق التي كانت معهودة لأخذها إلى المدينة المنورة. حتى قبل ما نروح إلى اختيار الطريق، لماذا اختار المدينة المنورة؟ كثير من الناس يقول لك على النبي صلى الله عليه وسلم على ما راحش إلى مكان آخر، على ما راحش إلى مثلا أنا ذاك إلى الطائف، لا راح. لماذا اختار المدينة المنورة؟ لماذا كانت المدينة المنورة هي كانت بلدة زراعة، كانوا يزرعوا خلاف ما كان عليه الأهل في مكة. في مكة كانوا تجارة، كانوا تاجرون فقط، لكن المدينة كانت زراعة. فخمم قال عندما نذهب المهاجرين آنذاك يجدون يعني يجدون العمل، يلقوا العمل في ماذا؟ يعني في الفلاحة، يقدروا يخدموا، يقدروا يديروا، يقدروا يعني. فاختار المدينة المنورة، واختار المدينة لأنهم آخى بينهم، واتفقوا على أنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أخذ يعني، فبدأ يعني في الطريق أولا أخذ الأسباب. أسباب ماذا؟ اختار السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، ذات النطاقين. ذات النطاقين كانت حامل وفي شهرها الأخير مليا. يعني شوف المرأة المسلمة المؤمنة كانت تأخذ الأكل من مكة إلى غار ثور، يعني تديه، وكانت تحمل. فلما يعني صعب عليها الحمل، وش دارت؟
قطعت كما نقولوا احنا الحزام نتاعها. فلهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم، سماها قال لها يرزقك الله تبارك وتعالى بنطاقين في الجنة. نطاقين هو الحزام، قطعته على زوج، ودارت أن كما نقولها مثلا العفش القش وكذا تحمل على بخيط على جانب والماكلة بجانب آخر، وتذهب وهي حامل في شهرها الأخير، تذهب إلى حتى من مكة المكرمة ليروح إلى ذلك المكان، وتروح الغار ثور، تشوف المسافة مالية يعني كيف كانت بعيدة من مكة، وتذهب تدي لهم المكلة وتجيب لهم أخبار قريش كيف كانوا يتحركون كيف كانوا يبحثون على النبي صلى الله عليه وسلم. في غار ثور ما كان بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عندما وصل إليه الكفار وقفوا على غار ثور، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يلتفت للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله لو أنزل أحدهم بصره لرآنا. يهبط عينه برك، لأن كانوا يقفون وكان الغار في تحت وكانوا هم يختبئون، يعني كان يقول لو ينزل واحد عينه يشوفنا. قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وحدث ما حدث في ذلك الغار الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حط الراس نتاعو على حجر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو بكر الصديق مريح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما يضع رأسه. وكان واحد الغار، كان غار صغير في ذاك الغار، فوضع قدمه أبي بكر الصديق مخافة أن تخرج منه حية تلدغ النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت الحية ولدغت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والدغ هكاك وما تحركش مليا، لم يتحرك. كيفاش فاق النبي صلى الله عليه وسلم عندما سقط العرق من الألم من السطر، دلوا العرق، فلما سقط العرق قيل عرق وقيل دمعة سقطت من وجنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت رسول الله إليه فقال له وش بيك؟ قال له لقد لدغتني حية. فهناك رقاه النبي صلى الله عليه وسلم وعالجه. شوف حب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ذهب إلى المدينة المنورة، كيف كانوا يعني كيف وصل إلى مسجد قباء. الآن مسجد قباء هو أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة ما لها من دلالات. كيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما فعل النبي عند وصوله آخى بين المهاجرين والأنصار. شوف يعني شوف سبحان الله، عندما نرى القائد آخى بين المهاجرين والأنصار، لأن باش تجيب ناس كانوا لا يعرفونهم وعندهم منطلق خلاف، عندهم عقلية خلاف، عندهم رؤية أخرى، وكان يعني أهل مكة يعني شوية كانوا غلاظ، وكانوا عندهم يعني الطبيعة المناخية تغلب على يعني على طباعهم. فلما يعني لما آخى بينهم، ولما آخى بينهم أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه خط ما تسمى بوثيقة المدينة المنورة. الوثيقة هذه وش فيها؟ كيف تسير المدينة آنذاك، كيف يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وكيف يتعاملون مع يهود يثرب، يعني لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. هذه الهجرة. فلهذا يعني عندما نرى كانت الفارق، فلهذا يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما اختار الهجرة النبوية اختارها لدلالتها، يعني أن هناك النبي صلى الله عليه وسلم ما لاقاه من أذى وما يعني ما كبده من تعب حتى انتقل من مكة إلى المدينة، اختارها الصحابة رضي الله عنهم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، اختاروا أن يكون أول ما يبدأون به عامهم الهجري هي محرم، يعني هي هجرة، يعني اختاروا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤرخون للإسلام والمسلمين. C'est pour bien sûr transmettre ces valeurs de l'hégire et ces sens spirituels. Très bien, donc au-delà du déplacement, plutôt comment les valeurs de patience, de persévérance de Rasoul alayhi salatu wa salam et de confiance surtout en Dieu manifestent lors de l'hégire, peuvent-elles manifester lors de l'hégire, peuvent-elles aujourd'hui inspirer cette nouvelle génération? Oui. الآن نأخذ من هذه، فلهذا قلت لك مالية أننا نأخذ يعني الطريق عندما نبدأ يعني بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف أنه يعني أخذ بالأسباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر وهو كان في راحة في بحبوحة في مكة وقال لنا نروح نهاجر كما يفعل الآن شبابنا، هو في بحبوحة يقول لك أنا نهاجر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة بعد عناء،
بعد تعب، بعد ما أصابه من ضرر من قومه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب. نأخذ بالأسباب، مش عقلها وتوكل على الله. الإنسان مش يقول لك أنا نروح ندير أي عمل دون أن نأخذ بالأسباب، هيا نقول نتوكل على ربي فقط. هذا ليس توكلا، هذا تواكلا. فلهذا بعض الأمور التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته تكون لنا كما قلت أنت يعني مليئة، أن تكون لنا اون سانسبير من هذه الرحلة، نأخذ منها الإيجابيات. هي لم يكن فيها سلبيات أبدا هذه الهجرة، لكن نأخذ ما أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف اختار الصحبة، كيف أنه أخذ بالأسباب، كيف أنه اختار الطريق التي لم يكن يحدها، كيف آخى بين المهاجرين والأنصار، كيف وضع ذلك الميثاق، كيف أول ما بنى عند وصوله إلى المدينة المنورة وبنى بيت الله تبارك وتعالى. كل هذا يجب علينا نحن أن نأخذ بهذه الهجرة. هجرة هي كأنها منطلق في حياتنا، نجعل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. لأن كثيرا ما نحن مليئا نريد مثلا أن نأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعض من قشورها، كاللباس مثلا وكاللحية مثلا وكبعض الأمور. لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستنتو. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الكل، هو حياته، هو حبه للناس وحبه للإسلام للمسلمين، تعامله تعاطفه، كيف كان مع أهله، كيف كان مع زوجته، كيف كان مع الناس، كيف كان حتى مع زوجاته، كيف كان مع الجيران، كيف كان مع عماله. ثقته بالله تبارك وتعالى. لأن هجرة النبي، كثير من الناس يقول أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بمحض إرادته، هو كان من أمر الله تبارك وتعالى. لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أمره ربنا سبحانه وتعالى، وكان فلهذا لما قال له يا رسول الله لو أنزل أحد، أبي بكر الصديق لما قال له يا رسول لو أنزل أحد عينه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك في اثنين الله ثالثهما. شوف كيفاش كان الثقة في الله تبارك وتعالى. هو كان يعلم أن التأييد من الله، فلهذا الإنسان يأخذ بالأسباب ويرجع كل ذلك إلى الله تبارك وتعالى. نأخذ بالأسباب أولا، نأخذ بالأسباب ثم بعد ذلك نتوكل على الله تبارك وتعالى. ولكن أنني لا أخذ بالأسباب ونقول أنني نتوكل على الله تبارك وتعالى هاي خليها تمشي كبر، لا، هذا خطأ. نبينا صلى الله عليه وسلم لا، أخذ بكل الأسباب. جعل تلك المرأة هي السيدة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذات النطاقين التي كانت تجيب له الأكل، وكان ذلك وكان عامر ذلك الرجل الذي كان يمشي بالغنم باش أنه يتلف طريق النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار. كيف أخذ الطريق الخطأ، الطريق التي لم يكن يعهدها أهل مكة للذهاب إلى المدينة المنورة. كل هذا هو تقديم. C'est un tout. C'est pour cela que nous retenons que l'hégire demeure une source intemporelle et plein de valeurs. Plein de valeurs. Exactement. Et merci beaucoup, Cheikh Riyad Marir, pour ces précieux éclairages. Donc, à la fin, si vous voulez un message à nos chers téléspectateurs à cette occasion. وتعالى أن يكون هذا العام عام طيبا علينا وعلى بلادنا إن شاء الله. نسأل تبارك وتعالى أن يحفنا بالخيرات وبالمكرمات. آمين. ونبارك لكل أبنائنا الذين نجحوا في البيام، كل الأبناء وكل البنات، واللي ما نجحوش هارد راك إن شاء الله في سنة أخرى إن شاء الله. نسأل تبارك وتعالى ننجحهم إن شاء الله يا أمين ورب العالمين. إن شاء الله يا ربي. Merci beaucoup, Cheikh Riyad Marir. يعطيك الصحة ويوم موفق. آمين إن شاء الله. Merci infiniment, Cheikh Riyad Marir. Donc c'est la fin de cette première partie de Bonjour d'Algérie diffusée à partir de la station régionale de Constantine sur Canal Algérie. Vous êtes en notre compagnie bien jusqu'à 9h30 du matin. Bien, سنة هجرية سعيدة إن شاء الله تدخل علينا كامل بالصحة والهنا والبركة. Et puis c'est vrai, félicitations à nos enfants qui ont réussi au BEM. C'était les résultats donc avant-hier en Algérie le 14 juin 2026. Donc félicitations à tous nos chers enfants. Donc voilà pour notre première partie. Place à la rubrique santé, à la dimension santé, consacrée cette fois-ci à la spécialité de l'ophtalmologie. Mais avant ça, une petite pause avec cette balade aérienne visuelle sur cette belle ville de Constantine.
Bonjour encore une fois à toutes et à tous. Merci de rejoindre encore une fois Canal Algérie pour ce nouveau numéro de Bonjour d'Algérie. Vous êtes toujours en notre compagnie et bien jusqu'à 9h30 du matin sur Canal Algérie. Donc la santé visuelle constitue aujourd'hui un enjeu majeur de la santé publique. Voilà donc l'exemple. Voilà, donc les avancées technologiques et les scientifiques dans le domaine de l'ophtalmologie permettent une meilleure prise en charge, toujours pour les patients, au profit des patients et des malades. C'est dans cette dynamique qu'a été organisée à Sétif la 4e édition de la Société sétifienne d'ophtalmologie les 11 et 12 juin 2026. Voilà, donc réunissant les spécialistes, chercheurs et professionnels du domaine. Pour en parler davantage, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur plateau Dr Behlouli Abdelhakim. Vous êtes Bouhali Abdelhakim, donc vous êtes ophtalmologue et vous êtes aussi le secrétaire général de la Société sétifienne des ophtalmologistes. Alors, merci pour la télévision algérienne de nous avoir invités premièrement. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Premièrement, et je me présente, c'est Dr Bouhali Abdelhakim. Je suis médecin ophtalmologiste installé à Sétif dans le secteur privé. Alors, je suis et j'étais maître assistant au CHU de Sétif. Actuellement, je suis secrétaire général de la Société sétifienne d'ophtalmologie. Et on a créé cette société à Sétif pour regrouper à peu près 250 ophtalmos de l'Est algérien. Très bien. Comment va Sétif? Alors Sétif va bien. Alhamdoulilah. Alors, grâce aux efforts des médecins sétifiens, Wilaya Sétif devient un pôle médicalisé. Et on est en train de tracter et de faire avancer les choses à la Wilaya de Sétif. J'imagine que c'est le même cas pour Constantine aussi, docteur Belmoussa. Bienvenue. Certainement. Bonjour madame. Je voudrais remercier la télévision algérienne de nous avoir invités. Merci à vous. Et également le secrétaire général, le monsieur Dr Bouhali, qui est un membre très actif dans la Société sétifienne d'ophtalmologie. Effectivement, donc c'est la 4e édition qui nous a permis de rassembler et partager les connaissances et les dernières informations et les dernières techniques concernant l'ophtalmologie pour améliorer la qualité de prise en charge du patient en Algérie. Très bien, merci beaucoup. Comment va Constantine de votre part? On est à Constantine. Constantine est au-dessus du lot. C'est une ville impeccable et qui n'arrête pas de dégager toutes les énergies positives. Vous avez vu le nombre de touristes qui affluent du monde entier. Ah bah oui. On se rend compte que c'est une ville qui a été oubliée à un moment, mais maintenant, grâce à Dieu et aux hommes, elle est en train de se tourisme et Constantine accueille du 15 au 17 juin le Salon international du tourisme, Sirta donc tout à fait. Voilà, donc déjà merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu présent à notre invitation pour parler de cette 4e édition et de ces journées dédiées aux avancées dans le domaine de l'ophtalmologie. Mais avant d'aborder les détails de cet événement et de ces journées, on va faire un petit retour en images sur cet événement pour découvrir l'ambiance en général de cet événement scientifique. Donc c'est un reportage réalisé par monsieur le directeur Smaïl Berkaidia. Nous avons l'honneur de rassembler à peu près 250 ophtalmologistes du tout le territoire national. D'où on a fait un programme pour partager les expériences entre médecins et entre partenaires, bien sûr, et nos maîtres et nos chers professeurs qui nous ont aidés à faire ce congrès. Bien sûr, nous remercions aussi notre État qui nous a aidés à avoir la certification de la lutte contre le trachome. Notre objectif principal, c'est le partage, bien sûr, et de former les nouveaux médecins et d'avoir les nouveautés sur le plan chirurgical que médical. On a organisé plusieurs ateliers pratiques sur l'adaptation de la lentille rigide, surtout pour les malades qui présentent le kératocone.
Aussi, on a présenté un deuxième atelier sur la chirurgie réfractive. Et aussi, on a organisé un troisième atelier pratique sur le glaucome ou l'hypertension oculaire. C'est un grand événement qui concerne la grande ville de Sétif, mais ce qu'on remarque, c'est que c'est un congrès international. Et ça va permettre un échange qui est très intéressant en ophtalmologie. Personnellement, je vais présenter une communication intéressante sur les implants FAC. Ce sont ces fameuses lentilles qu'on met à l'intérieur de l'œil pour la correction de la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. Et je peux vous dire que maintenant, en Algérie, on est en train de suivre tout ce qui se passe un peu partout dans le monde pour apporter un plus aux patients algériens. J'ai eu le premier prix du congrès de la Société française d'ophtalmologie, de la meilleure communication filmée et présentée. Il y a eu beaucoup d'experts français, américains, japonais, du Maghreb, du Moyen-Orient. Et à l'unanimité, j'ai eu ce prix prestigieux, ce qui démontre maintenant la place qu'occupe la médecine algérienne, l'ophtalmologie algérienne, dans ce domaine scientifique qui est très pointu. Je suis orateur dans la session du kératocone, qui est une maladie très fréquente qui touche les jeunes. On va aborder les derniers consensus internationaux sur la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette maladie. Elle nous a permis donc de se réunir cette fois-ci pendant ces 4e journées pour parler de plusieurs thèmes, des thèmes innovants qui touchent plusieurs spécialités donc, de l'ophtalmologie. Que ce soit donc en matière de chirurgie réfractive, de chirurgie de la rétine et même des traitements médicaux innovants qui sont donc à la pointe du développement de l'ophtalmologie dans notre pays. Je voudrais remercier tous les ophtalmologistes algériens ainsi que les autorités de notre pays, les autorités sanitaires de notre pays qui, grâce à une démarche réfléchie et consensueuse, nous a permis donc de recevoir la certification de l'Organisation mondiale de la santé quant à l'éradication totale du trachome dans notre pays. Ceci donc prouve non seulement donc, une compétence de nos ophtalmologistes, mais également d'un investissement sanitaire et d'une politique sanitaire très réfléchie. Aujourd'hui, il y a eu une très très belle session où on a abordé les différents thèmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait remarquer? C'est que le patient diabétique en Algérie se rassure parce que la maladie diabétique, c'est une maladie chronique, mais une maladie qui ne peut en aucun cas finir par une cécité. Donc pourquoi? Parce que nous avons les moyens de la prise en charge, que ce soit sur le plan clinique, que ce soit sur le plan de l'exploration, ou que ce soit sur le plan de la thérapeutique. Et aujourd'hui, c'est un rendez-vous qui est venu confirmer la règle. Donc la collaboration entre nous et les diabétologues et les autres disciplines ne peut que venir renforcer nos possibilités de prise en charge, une prise en charge qui soit efficiente, efficace et au long cours. Donc ça nous a permis d'avoir des échanges avec des ophtalmologistes algériens et étrangers et parlons surtout des innovations, des techniques de diagnostic et des techniques d'innovation en matière de laser XIMR, notamment dans la chirurgie réfractive et dans la prise en charge par laser dans le glaucome. Ce qui permet de faire évoluer donc l'ophtalmologie algérienne dans un premier temps et le partage des connaissances, ce qui permet d'améliorer la prise en charge et la qualité de prise en charge du patient algérien. Très bien, c'était le but et l'objectif de tels événements scientifiques, c'est une meilleure prise en charge pour les patients algériens. Docteur Bouhali, pourquoi on porte tous des lunettes? Alors pourquoi on porte tous des lunettes? Personnellement, je porte des lunettes parce que j'ai arrivé à un âge où je lis de près difficilement. Ça s'appelle la presbytie. D'accord. Voilà, j'ai mis les lunettes récemment. Je vois de loin 10 sur 10, je vois bien, je suis hémétrope. Et je commence à voir moins bien de près parce que je deviens plus âgé.
D'accord. Et prochainement, peut-être vers les années 50 ans, je prévois de faire une chirurgie réfractive, le prisme bilazique, pour D'accord. enlever mes lunettes. Ah bah très bien. Bah, vous allez faire chez Docteur Ben Moussa. Probablement. Docteur Tout à Ben fait. Moussa, pourquoi on porte tous des lunettes aujourd'hui? D'abord, c'est un choix. D'accord. Enlever les lunettes n'est pas destiné à tout le monde. Oui. D'abord, il y a des critères de choix. Il suffit de prendre en charge un patient, d'abord décider à enlever les lunettes. Il y en a ceux qui sont, ou celles qui sont très bien avec leurs lunettes, qui leur donnent un look qui sont très bien. Comme moi. Voilà. Je suis très bien avec mes lunettes. Ah ben parfait, on ne vous obligera jamais d'enlever vos Ah, lunettes. voilà. Mais il y en a ceux qui, ou celles qui souhaitent l'enlever. Enlever les lunettes, et là, d'abord à titre esthétique, ensuite certaines professions, telles que les gens qui font donc, dans l'industrie, ou ceux qui font de la sidérurgie, ceux qui Sport. font la plongée sous-marine, ceux qui font des sports de combat. Chaque chose a sa place. D'abord, et donc à partir du moment qu'il y a un souhait d'enlever les lunettes, on rentre dans un mécanisme de bilan de chirurgie Donc, réfractive. les solutions sont là. Les Si vous solutions voulez existent. enlever les lunettes, En les Algérie, solutions sont toutes là. les solutions existent. Exactement, exactement. Mais on paraît de plus en plus intellectuel avec les lunettes. Hein. Tout à fait, on a l'air هذه أنت قلتها لي. intellectuel avec هذه les أنت lunettes, bien قلتها sûr. لي. C'est question d'esthétique. Voilà, c'est une question d'esthétique. Très bien. Donc, docteur Bouhali, quel était l'objectif principal de cette quatrième édition? Alors, le but de notre société savante sétifienne, c'est d'organiser cette quatrième journée pour permettre de faire une formation médicale continue. Alors, le partage des connaissances internationaux avec nos confrères ophtalmologistes et le partage des expériences. On a aussi on fait l'amélioration de la prise en charge des patients. Et chaque fois, on fait des ateliers pour permettre à nos jeunes ophtalmologues d'apprendre, de perfectionner soit un acte chirurgical, soit faire des explorations, soit comprendre les machines. Parce que chaque année, il y a de nouvelles machines et on doit aussi apprendre à les Bien utiliser et interpréter les résultats de ces explorations. Bah, très bien, très bien. Quels ont été les thèmes majeurs abordés lors de ces journées? Alors, actuellement, la population algérienne elle est demandeuse de chirurgie réfractive. D'accord. Donc, il y a une certaine dans le monde. C'est une tendance, c'est une mode d'enlever ces lunettes. Donc, on a choisi un thème qui est c'est la chirurgie réfractive. On a discuté aussi les pathologies rétiniennes, les pathologies de la cornée, comme le kératocone, qui deviennent de plus en plus fréquents. Je ne sais pas, soit on est efficace, on dépiste plus le kératocone, soit il y a plus de kératocone. Oui, tout à fait. Le kératocone, qui est par définition qui est une anomalie de courbure de la cornée, D'accord. qu'on disait qu'elle était une maladie non inflammatoire, et même maintenant que les définitions s'améliorent et se recherchent plus en matière d'immunologie et de génétique, de telle sorte que cette maladie qui était orpheline, qui était très peu connue, actuellement elle est en évolution extraordinaire. Les facteurs de risque sont essentiellement d'abord la génétique, D'accord. il y a les mariages consanguins et également il y a l'exposition au soleil et surtout l'utilisation prolongée des écrans, de téléphones et des tablettes. Plus l'allergie. Plus on découvre tôt le kératocone, et meilleure sera la prise en charge. Bien sûr. Surtout actuellement, ce qui est dangereux, c'est le kératocone de l'enfant. Il faut le diagnostiquer rapidement pour commencer à le traiter d'abord par les lentilles rigides et surtout le cross-linking, la riboflavine et les lunettes solaires. Ensuite, chez l'adulte jeune, il faut le prendre en charge. Alhamdoulilah, actuellement, nous disposons de toutes les possibilités de thérapeutique du kératocone. Très bien. Donc, nous avons les 3 possibilités essentielles. Avant ça, c'est la prévention d'abord, et ensuite les prises en charge, c'est par le cross-linking, les lentilles rigides et les anneaux intracornéens qui permettent, intriqués d'une certaine manière, permettent de retarder et d'éviter la greffe de cornée qui malheureusement avant était une fin sans suite.
Il fallait laisser le kératocone évoluer pour pouvoir arriver à la greffe de cornée. Alhamdoulilah, maintenant, nous avons les moyens au stade 1 et 2, avant le stade 3, de le prendre en charge et le stabiliser. Parfait. Également, pour le sexe féminin, on connaît que l'aggravation du kératocone par les grossesses chez la femme. Voilà. Donc il faut prévoir tout ça et nous avons toute la panoplie et tous les éléments pour pouvoir prendre en charge le kératocone. Parfait. Docteur Ben Moussa, retour sur la 4e édition de la Société sétifienne d'ophtalmologistes. Donc, quel bilan tirez-vous de cette rencontre scientifique? Toujours positif. Donc, toute réunion est positive. Elle permet de partager, d'améliorer et d'enseigner les nouvelles techniques et de vulgariser toutes les connaissances. Dans tous les pays du monde, la formation médicale continue est obligatoire. Elle est obligatoire pour chaque médecin, qui soit dans le secteur public ou dans le privé, pour continuer à faire une formation continue qui permettra de se mettre à jour sur les connaissances, les connaissances des pathologies, les connaissances des dernières techniques de diagnostic et thérapeutique et permettre de se mettre au diapason de tous les pays du monde. Voilà. Très bien. Docteur Bouhali, quelle innovation ou avancée technologique ont particulièrement retenu l'attention des participants? Alors, pour compléter l'intervention de Dr Bounmoussa, quelque part on est aussi efficace au dépistage et au traitement des kératocones. Donc l'ophtalmologie algérienne se porte bien. Après des efforts considérables, on a eu la preuve, la certification de l'éradication ou bien l'élimination du trachome en Algérie. Récemment, on a eu la certification. C'est grâce aux efforts continus des spécialistes de la santé, surtout les ophtalmologistes, les médecins, et ainsi que l'État algérien a permis d'arracher et d'avoir cette certification. Alors l'innovation pendant notre journée, 4e édition, alors il y a eu l'apparition, l'introduction en Algérie des molécules innovantes, par exemple, comme des anti-VEGF de dernière génération, c'est la furizimab. Voilà. Pour ne pas citer, c'est la molécule mère. Il y a l'introduction des collyres à usage unique ou bien sans conservateur. Je ne sais pas si vous savez que lorsqu'on utilise des flacons, des gouttes, après 15 jours, généralement on dit qu'il faut jeter le flacon. Parce que ça contient des conservateurs qui tuent les microbes pour préserver le flacon. Mais ces conservateurs sont un petit peu toxiques pour l'œil. D'accord. Donc l'innovation, c'est de faire ces médicaments dans un usage unidose. Voilà. Il y a aussi l'innovation, l'introduction d'une nouvelle molécule d'antibiotiques qui nous vient des États-Unis aussi. Ça complète notre arsenal thérapeutique. Et bien sûr, on a introduit aussi une machine laser qui aide à diminuer le nombre de collyres chez les glaucomateux. Le glaucome, c'est, pour simplifier, c'est la tension des yeux. C'est le mal azraq. Alors que les patients, il y a des patients qui prennent un seul médicament, il y a d'autres qui prennent 2 médicaments lorsque c'est très avancé. Donc il y a eu l'apparition de cette nouvelle machine qui peut diminuer ou bien arrêter l'utilisation des produits antiglaucomateux. Parfait, c'est toujours pour une meilleure prise en charge du patient algérien. La finalité, c'est toujours de bien prendre en charge nos patients algériens. Très bien. Très bien, très bien. Docteur Ben Moussa, si on parle davantage de ces nouvelles technologies en matière d'ophtalmologie. Ces avantages, effectivement, permettent, par la vulgarisation de leur utilisation, parce que ce sont de nouvelles techniques, ce sont de nouveaux investissements. Actuellement, en Algérie, nous disposons de sociétés qui importent ce genre d'appareils et qui permettent effectivement de les avoir en Algérie. Pas la peine d'aller jusqu'à la source pour les ramener. Les appareils existent en Algérie. Il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans l'investissement des équipements en ophtalmologie avec leurs ingénieurs, ça nous permet donc d'utiliser, de les acheter, que ce soit dans le secteur heptatique ou dans le privé, et de pouvoir les utiliser pour pouvoir apporter des solutions à certaines maladies.
Et puis organiser de telles journées de formation pour une meilleure maîtrise de ces nouvelles certainement, technologies. et pour cela, vous avez vu, il y a des ateliers avec des travaux pratiques pour pouvoir utiliser ces appareils. Très bien. Docteur Ben Moussa, on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui commence à s'imposer dans tous les domaines. Quel rôle joue-t-elle dans l'ophtalmologie? L'intelligence artificielle, elle est partout. Oui. En ophtalmologie, elle prend sa place d'une manière extraordinaire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'équipements qui sont équipés de telle sorte qu'ils vous facilitent le diagnostic. Comme il y a beaucoup de calculs en ophtalmologie et en optique, tels que la topographie cornéenne pour le diagnostic du kératocone, vous avez des critères et vous appuyez sur le bouton, il peut même vous proposer des diagnostics. Bien sûr, en intelligence artificielle, pardon. Heureusement qu'il y a le médecin pour compléter la réflexion et aboutir à une décision finale pour une prise en charge. Très Effectivement, bien. Elle est partout. Elle est partout. Voilà. Vous confirmez, docteur Bouhali? Bien sûr, l'avènement de l'intelligence artificielle nous permet de nous aider à interpréter des images, à dépister. Bien sûr, l'être humain, la machine ne peut pas remplacer entièrement. J'ai bien compris, vous avez dit aider. Aider. Juste Oui, aider. actuellement, on n'est pas arrivé à ce stade-là, mais ça nous aide à gagner beaucoup de temps, à faciliter de comparer l'examen à des milliers d'examens. Ça nous facilite, ça aide à dépister des pathologies. C'est juste un des outils Voilà. de travail. De travail. Voilà. 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 Et je voulais bien rajouter de remercier les sociétés savantes mères qu'on appartient à la Société algérienne d'ophtalmologie présidée par le professeur Jabour, c'est notre président. On a aussi l'AOPA, c'est l'Association des ophtalmos privés algériens, présidée par Dr Mahfoudi. On a aussi d'autres associations et sociétés comme l'Association de lutte contre la cécité, qu'on va élire un nouveau président au mois de juillet. Et on a aussi la SAG, c'est une société incontournable, c'est la Société algérienne du glaucome. D'accord. J'allais justement vous demander sur cette société certifiante d'ophtalmologistes, donc ces main objectives, ces programmes tout au long de l'année. Alors les perspectives de l'année 2026-2027, on va essayer de faire chaque mois des tables rondes pour réunir à peu près une trentaine d'ophtalmos pour faire toujours des mises à jour. D'accord. Des mises à jour, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, des rappels. Voilà, lorsque les médecins partent à l'étranger, ils ramènent avec eux soit une nouvelle machine, soit une nouvelle technique. Voilà, c'est pour perfectionner et pour avoir un certain niveau, on doit avancer tous en même temps. Très bien. Il n'y a pas un mieux que l'autre, il n'y a pas une wilaya mieux que l'autre. On doit apprendre et avancer ensemble. Tous ensemble. L'Algérie, ça nous appartient. On doit avancer tous ensemble pour être sans faire la différence entre le secteur étatique et le secteur privé. Donc ce sont deux sociétés, c'est une seule médecine, c'est qui se complètent. Le secteur étatique fort associé à un secteur privé complémentaire qui est aussi fort. On répète toujours, l'intérêt c'est une meilleure prise en charge pour le patient algérien, soit dans le secteur privé ou étatique. Très bien. Docteur Salaheddine Ben Moussa, si on parle aujourd'hui de cette formation continue qui vient dans de tels événements scientifiques, comment vous évaluez de tels événements? Ils permettent d'améliorer les connaissances. Surtout pour les jeunes praticiens. Tout à fait. La preuve, le nombre de praticiens qui affluent vers c'est un nombre extraordinaire. Vous prévoyez une salle de 100, vous allez vous retrouver avec 250 présents ou 200, mais c'est jamais des salles pratiquement vides. Les gens s'intéressent et tout ça, l'objectif c'est de nous améliorer, d'avoir plus de connaissances pour une bonne prise en charge. Très bien. Pour les téléspectateurs, à quelle fréquence est-il recommandé d'effectuer un contrôle de la vue chez un ophtalmologiste? Naturellement, un contrôle annuel. D'accord. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau signe. Tel que par exemple la mouche volante. Si vous avez une mouche volante ou un éclair, là c'est une urgence, il faut aller voir l'ophtalmo. Mais sinon d'une manière générale, un contrôle annuel est nécessaire, et d'autant plus qu'il y a des antécédents.
Par exemple, le diabétique doit faire attention, le glaucomateux, c'est pas annuel, c'est 3 à 4 fois par an, avec des bilans, tout est répertorié, mais je dirais la moyenne générale, c'est un contrôle annuel. Ah bah, très bien. Autrement dit, Nas li traf'inha, c'est ça. Oui, Donc, Nas les li moments de traf'inha, il faut faire fébrilation. attention parce que c'est un signal. Oui, mais je parlais surtout de la mouche volante. Oui, oui, oui. Très bien. Donc, docteur Bouhali, existe-t-il des gestes simples permettant de préserver notre santé visuelle au quotidien? Alors, les écrans. non, c'est pas juste des écrans. Les gestes simples, rien n'est simple dans la vie. Alors, l'être humain il est en train de changer, il est en train de s'adapter à la technologie. Alors, on change, on sort de moins en moins. Alors, même à la période de l'Aïd, on commence à faire passer les messages et c'est tout. Oui. Mais il faut sortir, il faut avoir les gens, il faut prendre des vacances. Voilà, c'est la période des vacances des enfants. Donc, il faut faire sortir les enfants. Alors, les règles simples, ils disent que lorsqu'on utilise une tablette ou bien un téléphone portable, c'est la règle des 20-20-20. Donc, chaque 20 minutes, on regarde à l'infini pendant 20 secondes. Très bien. Voilà, ce sont des études internationales. Eh ben, très bien, docteur Ben Moussa, si vous voulez ajouter. On revient sur la pollution lumineuse. Il est impératif de s'éloigner de plus en plus des écrans, de consommer d'une manière modérée et puis profiter de la vue. En dehors, les rayons solaires, la vitamine D, des lunettes solaires. Nous approchons la période estivale et nous conseillons toujours à nos citoyens de porter toujours des lunettes solaires qui filtrent bien les ultraviolets. Nous sommes un pays ensoleillé, donc où la forte luminosité finit par apporter une modification au niveau de la macula surtout et pour le cristallin. Donc c'est un facteur favorisant pour la maculopathie, notamment la MLA et la dégénérescence maculaire, et pour la cataracte. Donc il faut conseiller toujours de porter des lunettes solaires et une casquette ou un chapeau pour pouvoir protéger les yeux. Protéger, très bien. Voilà. Avant de terminer, quels sont les principaux défis auxquels fait face l'ophtalmologie aujourd'hui en Algérie, docteur Ben Moussa? Alors, c'est la démocratisation de l'enseignement, d'abord, accès aux moyens diagnostiques, le dépistage des maladies qu'on cite, telles que le glaucome, telles que le diabète, telles que le kératocone, et puis la qualité de prise en charge. Donc, prendre rapidement un diagnostic précoce permet d'avoir un traitement de meilleure qualité qu'un stade tardif. Même question, docteur Bouhali? Alors bien sûr, il faut faire des dépistages réguliers. Lorsqu'on arrive à dépister une pathologie avant qu'elle apparaisse, déjà on a fait une grande chose. Voilà. Et je voudrais bien aussi, ne pas oublier, de remercier nos maîtres qui ont participé à éradiquer le trachome. C'était le professeur Hartani, professeur Aïlam, qui ont commencé ça, et professeur Nouri aussi. Et Madame Tiyar. Et Madame Tiyar, Allah yarhamha, qui ont participé activement pendant longtemps à faire des travaux énormes. Et constituer des équipes. Des équipes qui sont beaucoup d'ophtalmologistes ont participé, que ce soit au nord et surtout au Grand Sud. Grand Sud, oui. Voilà. Très bien, très bien. Donc on remercie tous les partenaires, les participants, etc. Il y avait combien de participants? Alors on a visé à peu près 250. D'accord. Ça, le compte y est. Très bien. Notre association, elle grandit d'année en année. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Prochain rendez-vous, c'est? C'est l'année prochaine. On va voir un programme peut-être mois de juin. On verra comment ça va se passer. Pour la 5e édition, c'est ça? Pour la 5e édition. Sinon, d'autres événements de la société? On va faire aussi des dépistages dans le Grand Sud. On va essayer de faire du bénévolat. Très bien, très bien. Très bien. Alors, on arrive à la fin de cette deuxième partie dédiée à la santé visuelle cette fois-ci. Donc, si vous voulez un mot de fin, docteur Bouhali? Alors, je voudrais bien remercier nos partenaires qui nous ont aidés à réaliser ce travail et bien sûr tous nos maîtres. Bien sûr. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu présent à notre invitation, docteur Ben Moussa. Moi, je reviens toujours à remercier notre État algérien d'avoir permis de démocratiser l'enseignement pour tout le monde.
Et je reviens aux statistiques. En Algérie, après l'indépendance, il n'y avait pas plus d'une dizaine, jusqu'à 12 ophtalmologistes. La première société savante a été créée en 1973 par c'était la Société algérienne d'ophtalmologie qui est la société mère. Et actuellement, grâce aux efforts des uns et des autres, et surtout de l'État algérien et des différents ministères, nous sommes arrivés à 2600 ophtalmologistes, ce qui est extraordinaire. Absolument. Donc, je remercie beaucoup l'État algérien, je remercie aussi notre nation qui se construit dans le calme et la tranquillité. Eh bien, très bien, merci à vous d'avoir accepté encore une fois notre invitation. نتسلم على الصيف وانت وليد الدار. Voilà. يعطيكم الصحة, merci beaucoup, Merci. excellente journée. Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, vous êtes toujours en notre compagnie jusqu'à 9h30 du matin sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de Bonjour d'Algérie diffusé à partir de la station régionale de Constantine. Place à la troisième et dernière partie de cette édition consacrée au tourisme. C'est l'ouverture de la saison estivale en Algérie et notre amie et notre collègue Zine Bornoussi était présente pour nous apporter ces images. بالنسبة لموسم الاصطياف فرانا اليوم متواجدين بالمسبح الأولمبي لمركب الرياضي الشهيد حملاوي الذي سيشرف على انطلاقة هذا الموسم سيد والي ولاية قسنطينة سيد عبد الخالق سيودة. وموسم الاصطياف بالنسبة لولاية قسنطينة فيه العديد من البرامج، أولها هي البرامج السياحية المباشرة التي يستفيد منها أطفال قسنطينة وشباب قسنطينة إلى شواطئ الولايات المجاورة. كذلك فيه برنامج خاص بالمخيمات الصيفية الذي تستفيد منه ولاية قسنطينة بإشراف من وزارة الشباب أو عن طريق الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. وسيستفيد العديد من أطفال ولاية قسنطينة من المخيمات الصيفية عبر ربوع الوطن. كذلك فيه مخيمات صيفية والتي سيستفيد منها أطفال أبناء الجماعات المحلية اللي متواجدين في كل ولاية قسنطينة. كما أنه كذلك فيه برنامج خاص بالاستثمار حيث ستستفيد ولاية قسنطينة وستستلم العديد من المسابح العمومية وكذلك المسابح الخاصة، إضافة إلى البرامج التي ستكون على مستوى الولاية بحد ذاتها، وهي فتح المسابح التي تحوز عليها ولاية قسنطينة سواء المسابح المغلقة والمسابح المكشوفة. وسيتم إعداد برامج مرافقة لهذه المسابح وهي سهرات وحفلات خاصة بالأطفال في كل المسابح التي تحوز عليها ولاية قسنطينة، إضافة إلى أنه فيه برنامج ترفيهي يكون عبر الساحات والفضاءات العمومية لولاية قسنطينة من خلال السهرات والحفلات الخاصة بالعائلات وأطفال ولاية قسنطينة. الحمد لله فوجنا كل شيء موفر لنا نشاط المخيم الصيفي. الحمد لله ما نتمنى والو غير مخيم صيفي رايح له. والي ولاية قسنطينة نظم لنا رحلة إلى البحر برعاية موسم الصيفي الذي قام بوضعه، وحنا دوك رانا فرحانين ومستمتعين بالوقت تاعنا. اليوم أنا فرحانة بزاف خاطرتك داروا لنا رحلة رايحين للبحر وأنا بكل فرحانين بزاف. وني نشكر الكشافة أنهم داروا لنا هذه الرحلة وفرحوا الأولاد. Eh bien, très bien, بصحتكم يا سيدي. Retour sur plateau pour continuer cette troisième et dernière partie de ce Bonjour d'Algérie. Donc le tourisme est aujourd'hui un véritable levier de développement économique, culturel et territorial en général. Donc l'Algérie dispose d'atouts exceptionnels, un patrimoine riche, historique et culturel, des paysages
variée et une diversité culturelle qui suscite un intérêt croissant auprès des visiteurs nationaux et même internationaux. Donc, dans cette dynamique, Constantine accueille du 15 au 17, c'est ça, 17, du 15 oui. au 17 Oui. juin 2026, une nouvelle édition de Sirta Siyaha 2026, le Salon international du tourisme. Pour en parler davantage, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur le plateau Monsieur Mohamed Almi. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous pour parler d'un segment stratégique qui est le tourisme en Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Mohamed Almi, pouvez-vous nous présenter donc cette édition de Sirta Siyaha 2026? Voilà, c'est la 8e session du Salon international du tourisme, Sirta Siyaha, bien sûr initié par l'Office du tourisme en collaboration avec l'université Al-Hamid Mehri et l'université Mentouri, ainsi que l'agence des investisseurs et de l'investissement à Constantine. Et bien sûr les territoires privés, comme des agences, des hôtels et toutes les organisations et les institutions qui ont un rapport avec le tourisme, qui sont présents dans cet événement et qui font vraiment la jonction pour discuter et pour améliorer et pour aller vers une promotion de ce segment essentiel dans notre histoire. Parfait. Quels sont les objectifs poursuivis par ce salon? Les objectifs poursuivis pour ce salon, les formules généralement de tourisme fanent avec le temps. D'une année à une autre, il faut chercher une nouvelle formule, une nouvelle recette. Qui fait que l'évolution et la dynamique qui caractérise le secteur du tourisme, généralement renvoie les spécialistes et ceux qui travaillent dans ce domaine toujours à chercher ce qui intéresse, ce qui peut peut-être améliorer, peut-être être plus attractif dans le champ et le marché du tourisme. Et c'est par rapport à ça qu'à chaque année, on a besoin de se réajuster, de se mettre à jour, de comprendre, et ça implique beaucoup de sciences à la fois. Ce n'est pas uniquement un hôtel et un espace à visiter, c'est une analyse qui nécessite plusieurs spécialités, notamment socio-psychologiques, psychologiques, socio-culturelles, sociopolitiques parfois, et ainsi de suite. Donc un salon, c'est une station, c'est un événement qui sert à évaluer, à prévoir et à se projeter vers le futur pour avoir une place dans... Développer, absolument, la promotion d'une manière générale. Exactement, les façons et les manières de promotion en matière de tout ce qui est touristique en Algérie. C'est un pays touristique. Voilà, nous sommes un pays touristique et pratiquement tous les segments du tourisme. À titre d'exemple, le tourisme, le touriste s'intéresse, il est un petit peu, intéressé par la différence entre lui et le pays, lui et ceux qu'il visite dans leur pays, dans leur tradition, dans leur coutume, ainsi de suite. Donc nous sommes différents des autres. Il a besoin de voir un relief exceptionnel. Notre pays, c'est une synthèse du globe terrestre presque. Absolument. On a la mer, on a le désert, on a tout pour ne pas vous... Voilà. Autre chose aussi, le touriste a besoin de de s'ajuster, de se réajuster par rapport à ses connaissances historiques. Exactement. À comprendre la chronologie de l'évolution du temps, à comprendre l'évolution anthropologique de la société et de l'humain dans cet endroit, l'histoire, la chronologie de l'histoire, et ainsi de suite. Et chez nous, on déborde et on regorge de matière qui fait qu'il nous reste tout simplement, et je pense que la bonne volonté, et nous sommes dans le chemin le plus sûr et le plus certain,
pour aller vers un tourisme qui nous aide à véhiculer et faire comprendre à notre valeur et notre hauteur culturelle et historique et ainsi de suite, et en même temps faire profiter bien sûr la société et l'État et la population de ce que ramène le tourisme comme matière. Et il est considéré, le tourisme dans le monde, il est considéré comme l'un des segments les plus importants qui fait des recettes pour les caisses d'État là où on va. Voilà. Oui. Ah bah, très bien, très bien. Donc, Monsieur Mohamed Aouni, quelles sont les nouveautés qui distinguent cette 8e édition des précédentes? Cette édition, elle est distinguée par, une série de conférences, qui traitent les segments pratiquement qui constituent le front de défi de cette année. D'accord. Qui est par exemple l'investissement et l'aide de l'État par rapport à l'investissement, le tourisme, le tourisme culturel. Et le tourisme culturel, il est vraiment d'actualité. Il est en train de gagner du terrain par rapport à d'autres formes de tourisme, parce que tout simplement, l'humanité, je pense qu'elle en a marre de s'inscrire autour dans l'orbite de la globalité. On cherche la différence. On cherche et combien nous sommes heureux de voir quelqu'un qui comme nous, mais qui a des particularités, qui est différent de nous. Donc, quand je rencontre les touristes qui viennent à Constantine, généralement, ils sont impressionnés par tout est différent. On me dit tout est différent. Votre manière votre accueil, votre accueil chaleureux, votre chaleur d'humain à humain, votre relief géographique, votre histoire, votre manière de sourire, de parler, tout ça, c'est ça la différence. Et ça a un effet doublement intéressant. Vous savez, ça me rappelle, il y avait j'ai rencontré des Russes à l'université. Ils ont fait une visite au centre-ville de Constantine. Eh ben, ils nous ont dit que dans tous les pays du monde, pour voir quelque chose de beau, il faut voyager, il faut y aller un peu loin pour voir quelque chose de beau, d'historique, etc. Mais on m'a dit que chez vous, c'est en plein centre-ville. Vous avez des ponts, vous avez plein de magnifiques sites touristiques, et c'est génial parce que vous le voyez tous les jours et vous passez sur les ponts pour aller au travail, pour aller à l'école, etc. Donc ils ont trouvé ça extraordinaire et génial. Donc j'imagine que c'est impressionnant, c'est vrai. Absolument. Permettez-moi d'élargir un petit peu cette vision pour dire que Constantine, c'est une ville premièrement qui n'a pas rompu avec l'humain depuis au moins 42 000 ans. Oui. Et c'est une sédimentation civilisationnelle et culturelle qu'elle est présente et qu'on peut lire dans le relief présent et actuel. Premièrement. Deuxièmement, c'est une ville qui a été construite sur un massif, sur un mont, qui continue à être ce qu'il a été depuis au moins des millions d'années. Exactement. On est d'accord là-dessus. Constantine, elle est construite, la présente Constantine, elle est construite sur une sédimentation urbain, culturel, civilisationnel, et ainsi de suite. Exactement. D'accord. Et quand on a de quoi palper, toucher la sédimentation et l'effet du temps et la chronologie du temps, chez les humains, chez l'humain, elle est présente, cette chronologie. Oui. On est d'accord. Dans les coutumes, dans les traditions, dans les... le mode de vie en général. Le mode de vie, dans les... Comment dire, les rituels. Oui. Les rituels. Ça fait pas très longtemps, j'ai travaillé sur un phénomène qui est le chevauchement entre les religions païennes et les religions monothéistes à Constantine. Et j'en ai trouvé plusieurs exemples qui illustrent ce passage, qui sont présents jusqu'à présent parmi nous. Ce n'est pas le contexte pour pouvoir les élucider, mais je pense que cette ville, elle est vraiment exceptionnelle. Ça, si on parle de Constantine, si on voit les autres villes de l'Algérie, et si on voit le Sahara algérien... Donc, absolument, le Sahara algérien, c'est comment dire...
C'est de la beauté, c'est de la magie. La beauté, non seulement la beauté, mais l'humain, comment il a su s'adapter au désert. Oui, C'est ça la force. oui, oui. Quand c'est un vrai, touriste c'est vrai, vient c'est vrai. de très loin et que quand on lui explique que pour pouvoir survivre dans cet océan de sable, on a besoin de creuser au moins de 20 à 30 mètres de sol et construire et comment dire, planter et tirer de l'eau et ainsi de suite. Avec le temps, avec bien sûr les effets néfastes de la nature et ainsi de suite. Et on continue à voir les oasis, on continue à voir. Il n'y a pas d'oasis s'il n'y a pas eu d'effort. L'eau dans le désert ne fleurit pas spontanément. Il faut qu'il soit cherché. Exactement. Donc toute oasis, toute ville en plein désert, c'est un exploit de l'humain. Et quand on parle de l'humain, ce n'est pas l'Algérien, c'est l'humanité. Parfois, le touriste, quand il vient chez nous, généralement, il voit un élément, un détail dans la chronologie de l'humain, d'une manière générale. Peut-être que chez nous, on voit que nous sommes l'ombril du monde, mais pour quelqu'un d'autre, comme nous, quand on parle dans un pays autre qui appartient à notre culture et ainsi de suite, on sent que cette culture, cette civilisation, ce savoir-faire, cette sédimentation, elle nous concerne quelque part. Oui. Voilà. Là, on a quelque chose de similaire, seulement on l'exprime selon le relief bien sûr géologique, le relief naturel et ainsi de suite. Exactement, exactement. Monsieur Mohamed Oulmi, quel type d'exposants et de participants sont présents dans cette 8e édition du Sirta Siyaha? Absolument. Il y a tous les métiers pratiquement du tourisme. D'accord. Et le métier du tourisme, généralement, il est dominé par les agences de voyage. Et surtout les hôtels, tous les hôtels sont d'ailleurs, c'est le Marriott qui abrite l'événement. Et croyez-moi qu'il y a une évolution dans la manière de présenter le tourisme à Constantine. Très bien. Surtout que le tourisme à Constantine, il est en pleine expansion. Elle est en train d'enregistrer, à mon sens, des pages bien dorées. Tout simplement, le touriste, il vient et on ne lui consacre pas beaucoup d'attention, comme s'il est parmi nous, il est de nous et il est chez lui. C'est un élément très, très important. Et l'autre élément, c'est qu'ils viennent avec des idées, avec les moyens de communication et les réseaux, avec des idées déjà préconçues. Qu'est-ce que c'est que Constantine? Et parfois, je reçois des gens et je fais de temps en temps le guide touristique dans des conditions très récentes. On nous pose des questions qui nécessitent vraiment un background, une plateforme cognitive. Pour bien répondre. Absolument. Je pense que c'est un segment que j'ai souligné, que ce n'est pas tout le monde qui peut être guide touristique. Absolument. Surtout pour Constantine. Si on part dans une ville simple et basique, mais voilà, le permis coup de pioche, la nature ethnique, l'évolution dans quel sens, les arts et l'agriculture. Je vois que pour une visite à Constantine, on a besoin d'un chercheur en histoire, d'un chercheur en patrimoine, d'un architecte. On a besoin de quelqu'un qui soit doté d'une culture encyclopédique. Oui. Parce que parler, à titre d'exemple, parler des phénomènes, des religions à Constantine. Constantine a connu toutes les formes de religion qu'a connu l'humanité. Donc, pour pouvoir faire la jonction. C'est la ville des pans, c'était le pan de toutes les civilisations. Absolument, c'est le pan ultime qui relie les deux rives de l'humanité. Et d'ailleurs, dans tout ce que j'écris et ma présence dans les médias, je dis que c'est une ville qui est là pour témoigner
l'évolution de l'humain. On parle de présence à 42 000 ans, et depuis 42 000 ans, Constantine n'a pas rompu avec l'humain. Donc, c'est une ville exceptionnelle. Alors, ce sont les villes qui sont comme ça. Oui. Et si on parle de civilisation qui a connu le berceau de l'humanité, c'était la Méditerranée. Toutes les civilisations qui ont connu la Méditerranée ont leur présence et ont laissé leur trace, que ce soit dans les rituels, que ce soit dans la culture, que ce soit dans le cadre, à Constantine. Oui. Donc c'est une ville exceptionnelle pour pouvoir déchiffrer, décoder. C'est un livre. Décoder ces mystères. Je pense qu'il faut avoir une culture, il faut avoir une formation, il faut avoir une certaine hauteur intellectuelle pour pouvoir communiquer bien convenablement et être à la hauteur de Constantine. De Constantine, tout simplement parce que quelqu'un qui te pose une question. Parlez-nous de l'époque romaine à Constantine. Oui. Comment on est devenu romain? Voilà. Avant. Les Romains, ça concerne les Romains. Parlez-nous de l'époque numide. J'ai lu quelque part le numide. Qu'est-ce que c'est que les numides chez vous? Il faut savoir que les numides, c'est un ordre politique. C'est une dynastie d'Églide. Églide veut dire le dieu roi, comme Massinissa, Gaïa et d'autres. L'affrontement qu'il y a eu entre les civilisations, aussi bien avec les Carthaginois qu'avec les Romains, et Jugurtha, quand il a tenu tête à Rome et l'a mise à vendre, Rome à vendre, pour celui qui peut payer son cas-là. Constantine a un champion olympique dans la personne de Mastanabal, 142 ans avant Jésus-Christ, il part sur la croupe d'un cheval bar pour aller participer aux Jeux panathéniens à Athènes, qui sont l'ancêtre des Jeux olympiques de nos jours. Il ramène les 4 trophées d'or des Jeux équestres. C'est un exposition, et ainsi de suite. Quand on parle de Massinissa, c'était quelqu'un de très haut intellectuellement et culturellement. Et quand on parle de Himsal, c'était un érudit, c'était un philosophe hors pair. Et les salons de Massinissa étaient pratiquement animés par des discussions et en la présence de grands savants de son époque, et ainsi de suite. Et tout cela représente l'identité et l'histoire de toute l'Algérie. Pas Constantine, c'est l'identité algérienne, c'est l'histoire algérienne. Absolument. Seulement, peut-être que je ne serai pas tout à fait impartial. Quand je parle de Constantine, je pense qu'elle est la synthèse de l'Algérie. Sans prétention. Sans prétention, aucune. Tout simplement parce que... En toute objectivité. J'essaie, souvent quand j'avance des choses qui sont un petit peu douteuses et qui font un petit peu, que je me soupçonne une certaine prétention, je dois, permettez-moi, d'argumenter. Par quoi je vais argumenter? Premièrement, la non-rupture avec l'humain depuis 42 000 ans. Deuxièmement, elle a été citée par les grands historiens, par Hérodote, par Homère, par tout le monde a parlé de Constantine. Deuxièmement, le relief politique de l'Algérie. On ne peut pas mettre de côté. Constantine, il parlait de la grandeur de l'Algérie. On parle de la grandeur de l'Algérie à partir de Gaïa, à partir de Massinissa, à partir de Messipsa, à partir de Sifax, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est effectué à cause. Peut-être que c'est le relief géographique qui lui a permis, qui lui a doté de cette importance, peut-être autre chose, mais
c'est une ville quand même qu'elle C'est est. pour cela que c'est un meilleur choix pour organiser un salon international de tourisme ici au sein de cette ville historique. C'est l'évidence. Si c'est va encore très bien. un deuxième Très bien. comment dire, deuxième prétention. Très bien, très bien. Monsieur Mohamed Almi, quelle place occupe aujourd'hui ce salon, Sirta Siyaha, dans le paysage touristique national? Oui, le salon, je pense qu'il est devenu un rendez-vous annuel où croisent les expériences et bien sûr les projets et l'évaluation d'une manière globale. N'oubliez pas que Constantine, elle est classée comme la première destination des touristes qui viennent de l'étranger dans toutes les villes d'Algérie. D'accord, très bien. Voilà, en deux ans consécutifs. Qui fait que ce salon, elle est bien abrité, Oui. elle est là où il faut. Et ce qui m'a vraiment m'a fait énormément plaisir, c'est que la ville elle est en train de suivre. La ville elle est propre, les gens sont accueillants et chaleureux. Elle est belle, elle est propre. Elle est belle, elle est Oui, propre. elle est belle. Là, c'est une troisième. C'est une troisième. De ma part, cette fois-ci. Prétention. D'accord. Toute objectivité. Bien parce sûr, que non, bien sûr. Tout le monde, C'est- tout le bien monde sûr. confirme ça, on est D'ailleurs, par quoi on argumente? Pourquoi les touristes ont choisi Constantine au détriment des destination. autres? Voilà, tout Exactement, simplement. exactement. Seulement, il faut qu'on soit à la hauteur. Parce que généralement, le touriste, quand il vient, il est impressionné par le rocher, il est impressionné par les ponts, il est impressionné par autre chose, mais il faut qu'on véhicule, il faut qu'on transmet notre vérité. Notre vérité, c'est quoi? C'est une sédimentation culturelle, c'est une fusion ethnique, et, homogène et efficace qui a donné une personnalité, une identité à notre ville, à l'Algérie d'une manière générale, parce que quand on parle de Constantine, généralement, nous sommes en train de négocier l'intérêt de l'Algérie d'une manière générale. Voilà. Exactement. Donc, on a souvent, quand il a parlé comme ça, je pense que parler de Constantine, c'est pas parce que Constantine, mais tout simplement parce que on a quoi dire. Ben oui. On a quoi dire. Donc, il nous appartient aujourd'hui d'être à la hauteur de cette, de cette opportunité et de cette position qui n'est pas tout à fait spontanée et sans intérêt. Et j'imagine qu'on a le droit de parler de notre Algérie, de notre ville, en toute subjectivité, parce que c'est notre pays, c'est notre identité. C'est notre... Absolument. Là, vous me renvoyez à l'instinct d'appartenance. L'instinct d'appartenance, c'est un instinct pratiquement qui est là pour nous guetter, Oui. pour nous rappeler d'où on vient. Oui. Et pour nous mettre dans la gêne quand il n'est pas assouvi à sa juste valeur. Oui, oui. C'est nous. D'accord? Voilà, C'est c'est nous. nous. Et il n'y a pas d'humain, Exactement. je le dis bien, il n'y a pas d'humain qui n'est pas doté de cet instinct. Oui. C'est ce qu'on appelle... Sinon, ça aurait été anormal. Absolument. Chez les animaux, généralement, il est représenté par l'instinct grégaire. Voilà, donc si on a des chats et des chiens, et on invite un chat à venir, il va vers les chats, il ne va pas vers les... Et il comprend mieux leur langage, et ainsi de suite. Nous, Algériens, je pense qu'on a de quoi irriguer et assouvir l'instinct d'appartenance. Tout simplement, il nous appartient de faire l'effort de mieux comprendre d'où on vient, de faire l'effort pour connaître notre histoire, la véritable version de notre histoire, Surtout. de se réconcilier avec ce qu'a produit nos civilisations et nos cultures, et dans le respect mutuel, dans le respect de toutes les formes d'expression qui constituent pour nous une richesse. C'est surtout travailler pour promouvoir cette belle et magnifique et riche histoire et image de l'Algérie au passé et même au présent. Donc, Bien on sûr. est chanceux d'être algérien, on est chanceux d'être D'être constantinois. Non, j'allais le dire après. Très bien, revenons sur ce salon, Monsieur Mohamed Almi. Oui. Avant de terminer, quels sites ou expériences les visiteurs découvrent-ils généralement avec le plus d'émerveillement?
Les visiteurs de Constantine, vous Oui, voulez dire. oui, oui. Voilà, généralement c'est le rocher. Le rocher, oui. Le rocher, le rocher. Et avec bien sûr un bon interlocuteur et un bon guide, quand il y a une jonction, Monsieur Mohamed Almi insiste sur un bon guide. Hein? voilà, bien sûr, une jonction entre la grandeur de l'histoire, Oui. entre la grandeur du relief géologique géologique, en même temps la richesse de la culture et la présence de l'effet du temps chez le Constantinois. Oui. Dans ses traditions, dans ses convictions, dans ses Rituels en général. là, généralement, on sent que c'est une ville harmonieuse, Oui, c'est vrai. avec c'est les vrai. éléments qui la constituent et qui font sa particularité. Et je pense que c'est un élément qui marque les esprits, qui marque parce que vivre, à titre d'exemple, vivre à Paris, on peut comprendre, on peut reconstituer Paris depuis Haussmann. Haussmann, qu'est-ce que c'est que Paris d'après Haussmann? On ne fait mot pourquoi, quels sont quel est le style architectural, et ainsi de suite. Au-delà de Haussmann, on va vers autre chose, et ainsi. Constantine, c'est tout ça. C'est une chronologie que le pouls du temps continue à battre. C'est à Constantine, seulement, il faut savoir le déchiffrer, il faut savoir le mettre en relief, il faut savoir le mettre en exergue pour le visiteur. Sans cela, ça reste des images muettes et des images peut-être qui impressionnent, mais qui n'auront pas de l'effet et qui n'auront pas. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Très bien, donc يا سيدي ربي يحفظ لنا بلادنا إن شاء الله ربي يا ربي. يخليها لنا عايش. ويحفظها من عينين الحساد. Inch'Allah, ya Surtout Rabbi. ça. Très bien. Monsieur Mohamed Almi, c'est la fin de ce Bonjour d'Algérie, de cette émission et de cette édition. On a terminé en beauté en parlant de Constantine et en parlant de l'Algérie en général et son patrimoine. Si vous voulez, un dernier petit message. Un dernier petit message. Je remercie beaucoup ceux qui font de Constantine un espace d'accueil, un espace de convivial pour tous les visiteurs et pour tout le monde qui se retrouve. Je suis combien heureux de voir les Constantinois souhaitent la bienvenue à des touristes qui voient pour la première fois, qui voient pour et ce serait vraiment très intéressant d'investir davantage dans ce créneau pour toute l'Algérie et tout le pays. Et très bien. Et comment on peut exploiter aujourd'hui ces réseaux sociaux et ces nouvelles technologies en matière de promotion de tout ce qui est constantinois et algérien? Je pense que ce serait vraiment un effort non justifié. Les réseaux et les moyens et le cadre s'imposent pour les cultiver, pour les non cultivés, pour ceux qui savent lire, pour ceux qui ne savent pas lire. C'est pour cela qu'il est important de les exploiter. Donc l'exploitation et Exactement. l'utilisation, elle est devenue de mise. On ne peut pas avancer dans n'importe quel domaine. Et spécialement Constantine a été beaucoup servi par rapport à d'autres villes et par rapport à d'autres produits touristiques par rapport à ce segment qui est la communication et la facilité et la rapidité dans les réseaux et ainsi de suite. Très bien, et si on récapitule cette 8e édition du Sirta Siyaha, M. Mohamed Almi? La récapitulation de la session, je pense qu'elle est dans le sillon de ce qui a été réalisé avant et elle est dans le contexte réel qui justifie sa présence, qui est de s'ajuster, évaluer, s'ajuster et se projeter vers le futur. Très bien, que dites-vous aux touristes Venez voir à Constantine. Constantine, elle est là pour vous accueillir chaleureusement et vous allez être agréablement surpris par son relief, par l'accueil chaleureux qu'on vous réserve et par bien sûr la culture et l'histoire que vous pouvez découvrir et palper de vos mains. J'imagine que vous voulez aussi les inviter pour le dernier jour du salon. Bien sûr, la première invitation pour les touristes. La deuxième, j'invite les Constantinois et tous ceux qui sont dans les environs d'aller voir le salon du tourisme et de comprendre comment
les choses se font parce que chaque année, il y a de nouveaux produits, il y a de nouvelles formules et surtout, nous sommes au début de la saison estivale et la saison des congés et des vacances. Bah, très bien, Monsieur Mohamed Oulmi, à la fin, un dernier message pour Constantine et de Constantine. Pour Constantine et pour de Constantine, permettez-moi de le dire en arabe. Voilà. C'est quelque chose que j'ai écrit moi-même dans l'épopée de Constantine. Constantine qui était l'ouverture qui a servi qui a été comment dire, la pièce essentielle dans l'ouverture de la capitale de la culture arabe. Oui. Voilà. Le prologue de l'épopée, je dis que سالم باتيم سيرتا كيرتا كيرتا قسنطينة كم من اسم وصفة لمدينتنا رفقت الزمن بنيت على صخر بين الماء والسماء تسكن الإنسان قبل أن يسكنها لا تغادره حتى وإن غادرها فتن بها كم من مبدع فكانت اللوحة القصيدة النغم والملحمة. Ainsi s'achève notre numéro de Bonjour d'Algérie. Merci à vous, Monsieur Mohamed Oulmi, d'avoir accepté et répondu présent à notre invitation. Donc, on souhaite toute la réussite pour cette 8e édition du Sirta Siaha 2026, du 15 au 17 juin. C'est le deuxième jour et demain sera la clôture de ce salon. Donc, on invite tous les Constantinois à rendre visite à ce salon. Sinon, c'est la fin de ce Bonjour d'Algérie. Merci à vous, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Merci à toute l'équipe technique de la station régionale de Constantine. Merci à M. Smaïl Bekedia qui a construit ce numéro, M. Nabil Yagoubi qui l'a réalisé. Rendez-vous mardi prochain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt.